Merci beaucoup aux engagés pour cette invitation à venir partager mon point de vue ou ma vision des choses. Et on va parler ensemble d'un sacré défi. Comment allier consommation et durabilité? Alors moi, j'aimerais bien savoir à quoi vous pensez quand vous pensez à la durabilité. Est-ce que vous avez quelques idées de thématiques? Est-ce que quelqu'un ose se lancer? À l'alimentation, par exemple? Est-ce que vous avez d'autres idées? L'énergie, j'entends l'énergie. Les électroménagers, tout à fait. Les voyages, éventuellement aussi. En fait, quand on... Je ne vous ai pas entendu? Le recyclage, oui, tout à fait. Eh bien, voilà, on a parlé d'agriculture aussi. Eh bien, en fait, vraiment, la durabilité, ça va marquer tous les domaines de notre quotidien et tous les aspects de notre consommation. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous saviez que dans votre dentifrice, il y a des microplastiques qui vont finir par polluer le milieu marin? Ce n'est pas vraiment quelque chose dont on se doute. Qu'on retrouve ces mêmes microplastiques dans les crèmes solaires, par exemple, ou encore dans des vêtements qu'on va porter qui contiennent du plastique, comme le nylon, par exemple. Est-ce que vous saviez que pour fabriquer votre jeans, on a besoin de plus de 20 000 litres d'eau et 75 kg de pesticides? C'est quand même relativement important. Alors on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est appareil en veille, comme les décodeurs, votre écran d'ordinateur, votre téléviseur, votre sèche-linge, eh bien ça consomme de l'énergie en veille, jusqu'à 350 kWh par an. En plus, ça représente plus de 150 € par an, donc c'est intéressant à savoir. Est-ce que vous saviez que la consommation de viande a fortement augmenté ces dernières années, alors que celle des fruits et légumes a diminué, et que le Belge a mangé en moyenne, ce sont les chiffres de 2020, 82 kg de viande par an. C'est le double de la moyenne mondiale, et c'est surtout 4 fois plus que ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Et dernier chiffre, en 2019, donc l'année qui a précédé la crise du Covid, il y a eu plus de 39 millions de vols en avion. Et c'est une augmentation de 10 millions en 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Alors peut-être que vous saviez déjà tout ça, parce que vous vous intéressez à ces questions, parce que vous êtes engagés, c'est le cas de le dire ici, mais on aimerait évidemment, tous et toutes, quand on entend ça, pouvoir trouver des solutions. Alors éteindre ces appareils en veille, c'est facile. Mieux choisir sa crème solaire, c'est pas compliqué, on peut même se faire aider par Testacha. Diminuer sa consommation de viande, ça devient déjà un petit peu plus difficile. On voit que les Belges sont attachés à la consommation de viande. Réduire, voire arrêter carrément les voyages en avion, c'est pas évident non plus, surtout dans la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est organisée autour des voyages. Alors c'est là aussi que Testacha joue un rôle. Depuis des années, on essaye de tester, d'analyser, de vous conseiller sur les produits à acheter, les gestes à poser. Pas seulement des conseils en termes de prix, mais aussi des conseils sur la qualité et du coup sur la durabilité. Parce qu'en fait, acheter quelque chose en super promo que vous allez devoir jeter quelque temps après, parce qu'il est de piètre qualité, en fait, c'est pas vraiment une bonne affaire. Et donc vous allez le voir, dans tous les tests qu'on fait chez Testacha, maintenant, on reprend ce critère de la durabilité. Et ça va des crèmes solaires au sèche-linge. On a aussi même développé un label maintenant qui s'appelle le label éco et efficace et qui va donner un score aux produits qui répondent en même temps à des exigences de qualité, mais aussi des exigences de respect de l'environnement. Et puis vous pouvez participer vous aussi. On a lancé une plateforme qui s'appelle Trop vite usé, sur laquelle vous pouvez dire « Tiens, cet appareil que j'ai acheté, il est tombé en panne beaucoup trop vite, c'est pas normal. » Eh bien, ça nous permet, nous, d'avoir une vision un peu de ce qui se passe sur le marché, d'interpeller les fabricants, mais aussi d'essayer de faire pression au niveau européen pour pouvoir avoir des normes plus ambitieuses en termes de conception des appareils. Alors, quand on entend ça, on se dit « Bon, adopter une consommation plus durable, ça semble quand même à portée de chacun et chacune. » Mais je dirais que je vois pointer deux grandes difficultés principales. Et la première difficulté, c'est celle du prix.
En fait, dans toutes les enquêtes qu'on fait, on voit que le premier obstacle que vous citez en termes de consommation durable, c'est l'obstacle du prix. Et évidemment, dans les temps qu'on connaît aujourd'hui de forte inflation, notamment d'inflation alimentaire, c'est encore plus difficile. Nous, on suit le prix de plus de 3000 produits. On a constaté en un an une inflation de plus de 20%. Et donc, dans ce contexte, on peut bien comprendre que c'est compliqué, et en particulier pour les ménages les plus vulnérables, et que le critère numéro 1, c'est le prix avant la durabilité ou toute autre considération. Mais la question qu'on peut se poser, et on l'a entendu dans l'exposé de Julie, c'est est-ce que manger durable, ça coûte forcément plus cher? On doit en fait tous essayer de faire ce qu'on appelle la transition protéique, et donc essayer de passer des protéines animales à plus de protéines végétales. Bon, aujourd'hui, c'est pas de chance, parce que c'est justement le prix des légumes qui a très fort augmenté. Mais en dehors de ce contexte de crise qu'on connaît, en fait, c'est vraiment possible de manger sainement, durablement et pour peu cher. Mais ça demande de changer quelques habitudes. Et là, on voit que ce n'est pas toujours facile. Nous, les Belges, on est habitués à manger les féculents, les légumes, et puis un morceau de viande ou un morceau de poisson. Quand il n'y a pas notre morceau de viande ou notre morceau de poisson, on a l'impression que notre assiette est un peu vide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les fabricants, ils ont bien compris tout ça, et du coup, ils vont commencer à nous proposer des burgers, des saucisses, des boulettes, tout ça végétal. Et là, malheureusement, c'est le rôle de notre organisation aussi, on teste ces produits, et on se rend compte qu'en fait, ils sont ultra transformés, plein de graisse, plein de sucre, et qu'en fait, franchement, il vaut mieux s'en passer. Alors, quand on interpelle les fabricants, ils nous disent « Oui, mais quand on ne transforme pas nos produits pour leur donner plus de goût, personne ne les achète. » Donc, c'est la faute aux consommateurs qui ne veulent pas changer ses habitudes. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est les consommateurs qui ne veulent pas changer leurs habitudes, ou est-ce que c'est les industriels qui veulent vendre, même au détriment de la santé, en surfant un peu sur la vague verte? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la demande se crée, la demande existe, et qu'on a un pouvoir d'orienter la demande, qu'il y a des initiatives qui pointent leur bout de leur nez, et qu'on ne doit pas sous-estimer ce pouvoir qu'on a pour faire changer les choses. Alors, je vous disais qu'il y avait deux obstacles que je voyais. Le prix, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'information. C'est évidemment crucial. Et on le voit aussi dans nos enquêtes, quand on vous demande quels sont les obstacles à une consommation plus durable. Après, le prix, c'est « je ne sais pas bien comment faire et je ne trouve pas d'informations claires sur le sujet ». Comment savoir? Si vous savez, vous êtes fort. S'il vaut mieux acheter des myrtilles belges traditionnelles, donc non bio, ou bien des myrtilles bio qui viennent du Honduras, par exemple. Comment savoir s'il vaut mieux acheter des bananes européennes, des bananes espagnoles, par exemple, ou des bananes zéro carbone qui viennent du Costa Rica? Mais franchement, moi-même, je m'y perds. Alors, c'est vrai que c'est très complexe, on le voit avec les discussions qui entourent notamment cet EcoScore, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un label qui est utilisé notamment par Colruyt pour donner un score environnemental du produit, un peu comme le Nutri-Score pour le score nutritionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur un seul score. D'ailleurs, il y a d'autres scores qui se développent, le Planet Score, par exemple. Et on voit qu'au niveau européen, on tergiverse un peu sur ces questions, notamment, malheureusement, sous la pression de certains lobbies agroalimentaires. Mais en réalité, c'est vraiment fondamental. Comment voulez-vous rendre votre alimentation plus durable si vous ne savez pas comment faire? Si vous ne savez pas quels produits privilégier, quels produits éviter? C'est le point de départ de toute démarche consciente. Et là, pour moi, les autorités ont un rôle vraiment fondamental pour mettre en concurrence ces nouveaux labels qui se développent, vérifier leur validité scientifique et puis contrôler qu'ils soient effectivement bien utilisés sur le terrain. Et peut-être que ça permettrait de venir nous bousculer aussi dans nos habitudes. Je reviens à ces fameuses habitudes. On s'est habitué à manger tout en toute saison. Mais est-ce qu'on doit vraiment continuer à manger des tomates en plein hiver? Est-ce que notre qualité de vie serait vraiment diminuée si on arrêtait de le faire? Alors moi, à titre personnel, j'irais même en fait au-delà de l'information. Parce que dans mon monde idéal, il ne devrait même pas être possible d'acheter en Europe
des produits qui ont un impact environnemental disproportionné. Tout comme, en fait, il ne devrait pas être possible en Europe d'acheter des vêtements qui ont été fabriqués dans des conditions inhumaines à l'autre bout du monde. Alors, c'est vrai que ça demanderait de se passer de certains produits, que c'est peut-être pas possible pour tous les produits dont notre société actuelle a besoin pour fonctionner, mais ça doit être un objectif à atteindre. Et je pense qu'on le sait tous et toutes au fond de nous, on ne peut pas vouloir vivre exactement comme avant et s'attendre à voir que les choses évoluent positivement. On va devoir être accepté d'être un petit peu bouleversé dans notre confort. Et alors je terminerai peut-être par un dernier obstacle qui est peut-être moins visible, mais qui nous concerne tous et toutes. C'est la façon dont notre société est structurée aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans un discours stéréotypé, mais c'est vrai qu'on associe encore très fort consommer et être heureux. D'ailleurs, les PIB de nos pays, donc la santé économique de nos pays, restent déterminés par nos niveaux de consommation. Peut-être que M. Coleman en dira un mot plus tard. Sortir au restaurant, voyager, s'acheter des nouveaux vêtements, des gadgets, avoir une belle maison. On a tous et toutes nos habitudes et c'est très difficile de nous en départir. Tant, en plus, il y a plein de publicités à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux qui nous vantent les mérites de la consommation sur notre bien-être. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ces forces en jeu et la difficulté à laquelle on fait tous et tous face pour nous départir de ces forces en jeu. Et pour moi, c'est peut-être un des enjeux principaux, c'est accepter d'être en décalage par rapport à ces dictats qui nous poussent à vouloir tout le temps, tout de suite, un peu comme ces services de livraison qui a heureusement rapidement disparu du marché bruxellois, mais qui promettaient la livraison de toutes les courses en moins de 10 minutes. Alors, dernier aspect dont je voulais parler avec vous, c'est celui également fondamental de la justice sociale. On l'a vu en France avec les Gilets jaunes, mais évidemment, cette problématique concerne aussi la Belgique. Ce ne sont pas les ménages les mieux lotis qui vivent dans des passoires énergétiques. Au contraire, les ménages les mieux lotis, ils roulent en vélo-cargo, en voiture électrique, ils installent des panneaux solaires. Et très sincèrement, moi, j'appartiens à une catégorie privilégiée. Je vois les choses aussi sous cet angle-là et je pense qu'on a cette tendance, tous et toutes, à voir les choses sous l'angle qui nous est le plus familier à nous. Et il y a certainement des aspects qu'on oublie qui concernent les publics les plus précarisés lorsque l'on parle de durabilité. Et on le voit notamment dans les enquêtes de la Fondation Roy-Baudouin que le terme même de transition énergétique ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et c'est pour ça que la participation citoyenne, et vous en parliez, est fondamentale dans les discussions qui vont toutes et tous nous concerner, mais qui ne vont pas nous impacter de la même façon. Par exemple, comment faire pour encourager tout le monde à isoler sans pénaliser ceux qui ne peuvent pas avancer les fonds ou ceux qui ne peuvent pas louer un Airbnb ou profiter de la maison d'un proche pendant des travaux qui peuvent être très intrusifs parfois, et je le sais, je l'ai vécu de mon côté. Est-ce qu'il faut taxer la viande pour décourager sa consommation ? Et si oui, est-ce qu'il faut indemniser les agriculteurs dont le marché va diminuer ? Est-ce qu'il faut introduire une taxe carbone ? Est-ce qu'il faut introduire une taxe sur le kérosène ? Comment accompagner toutes les personnes qui se chauffent aujourd'hui au mazout, et elles sont nombreuses en Wallonie, et à qui on dit que ce sera bientôt plus possible ? Qui va supporter le coût de la prolongation du nucléaire en Belgique et comment ? Comment va-t-on réussir le passage des voitures thermiques aux voitures électriques ou à une forme de mobilité plus douce sans laisser personne de côté ? En fait, l'enjeu de la durabilité, il est vraiment multiple et il est complexe. Et je pense qu'il faut se méfier des réponses simples et univoques, toujours garder son esprit critique et envisager la situation sous tous les angles. Alors avec tout ça, comment rester néanmoins dans la joie ? Ne pas succomber à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'éco-anxiété, mais en adaptant nos comportements. En fait, pour celles et ceux qui le veulent,
aujourd'hui, il y a des pistes pour améliorer et rendre votre consommation plus durable qui sont vraiment à portée de main auprès d'organisations comme Testachat, mais auprès d'autres organisations dont on a entendu parler déjà aujourd'hui. Alors celles et ceux qui ont cette capacité de pouvoir changer, qui peuvent surmonter les obstacles dont on a parlé, doivent aussi avoir cette volonté et ce courage de changer le comportement, et on a vu que ce n'était pas si simple. Alors je termine ici en vous recommandant un podcast pour les personnes qui y ont accès, qui s'appelle Super Green Me. C'est un podcast de Lucas Caltitri qui s'est donné comme challenge justement de modifier ses habitudes de consommation et son comportement, et qui fait face à toutes les réactions de ses amis et de sa famille. Et je vous assure que c'est très drôle et en même temps on apprend plein de choses, donc je vous recommande fortement de l'écouter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.